Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour ce nouveau webinaire de la plateforme Etna qui traitera aujourd'hui de la qualité du sommeil chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Le webinaire démarrera à l'heure, dans 3 minutes, et nous serons ensemble jusqu'à 13h30. Les présentations se succéderont et vous pourrez poser vos questions dans l'onglet, dans le petit icône Q et R, questions et réponses. Et je transmettrai vos questions aux différents intervenants de ce jour. J'en profite également pour indiquer aux personnes intéressées que les présentations qui seront faites seront disponibles après le webinaire sur notre site internet. On enverra un mail aux inscrits et vous pourrez retrouver donc leur présentation et également les ressources bibliographiques et les ressources de structure qui pourront vous être utiles si vous souhaitez vous ensuite également traiter le sujet dans vos différentes activités professionnelles. Je propose que les intervenants se présentent, fassent un tour de table pour que vous puissiez bien les identifier et que nous puissions débuter ensuite l'ordre des présentations. Est-ce que, tiens, Philippe, tu veux te présenter rapidement? On fait un tour de table pour les personnes qui rejoignent le webinaire. Ton micro est coupé. Pardon. Philippe Marcoux, chargé de mission régionale sur l'éducation thérapeutique du patient. Julien Coelho, je suis médecin du sommeil au CHU de Bordeaux, je suis médecin de santé publique de formation. Donc, bonjour, moi je suis Léa Boileau, je suis psychologue dans le service universitaire de médecine du sommeil du CHU de Bordeaux avec le Dr Coelho. Bonjour, je suis Mathilde Dalbos, je suis patiente et j'ai été suivie au CHU de Bordeaux par Léa Boileau pour une thérapie cognitive et comportementale du sommeil. Et bonjour, je suis Caroline Cornu, coordinatrice de l'UTEP Psychiatrie et Santé Mentale du Limousin. Bonjour, je suis Stéphanie Deneken, infirmière sur l'UTEP Psychiatrie et Santé Mentale du Limousin. Merci à tous. Et pour ma part, je m'appelle Alexis Antoine et je coordonne la plateforme Etna qui accompagne le développement de l'éducation thérapeutique pour la Nouvelle-Aquitaine, puisque nous avons dans notre auditoire des personnes qui viennent de la France entière. Je propose à Philippe Marcoux d'introduire le sujet sur les 5 premières minutes, qui concerne donc la qualité du sommeil chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Alors, au niveau de l'ARS régionale, je suis chargé de plus spécifiquement de proposer des stratégies, des organisations et des financements pour les structures de TP. Et dans le cadre de ce travail stratégique, nous semble important, entre autres actions régionales, d'améliorer la qualité des prises en charge dans les programmes d'éducation thérapeutique. Donc dans ce cadre-là, on a édicté un certain nombre de priorités comme l'activité physique. On avait beaucoup de programmes qui étaient très axés médecine, soins, biologie. Voilà. Donc on a voulu équilibrer ces programmes en leur demandant de travailler sur d'autres dimensions de la santé qui nous semblent importante pour le patient et dont on a pu constater d'ailleurs dans la doctrine et dans la pratique que c'est ça qui attirait les patients, à savoir l'activité physique et la nutrition, bien évidemment, mais ça c'était déjà assez développé, mais aussi tous les autres compétences psychosociales, dont des dimensions comme la sexualité, le sommeil, qui sont peu abordées ou peu mises en valeur dans les programmes d'éducation thérapeutique. Donc on a un opérateur régional qui est Etna, sur lequel on a demandé, dans le cadre de nos contractualisations habituelles et de lui partage des objectifs stratégiques, de travailler sur ces questions-là et d'apporter à nos opérateurs, dans le cadre de webinaires, de colloques, de réunions, d'outils, de sites, des
des éléments comme ça supplémentaires pour que les équipes puissent s'en emparer de façon plus, j'ai envie de dire, habituelle ou plus en routine. Le sommeil est un angle mort, j'ose le dire, de la prise en charge, par exemple, sur les praticiens libéraux, qui interrogent assez peu les patients sur ces problématiques-là. Il y a assez peu de solutions, il y a assez peu d'approches scientifiques du sujet, me semble-t-il, mais peut-être que Monsieur Coelho me dira l'inverse de mes propres observations. Et donc, voilà pourquoi on est là aujourd'hui. C'est pour essayer de sensibiliser les soignants, les patients, les associations, les structures régionales qui sont ici représentées par Madame Cornu pour l'UTEP psychiatrie du Limousin, à aborder ces dimensions qui ne le sont pas suffisamment, à mon sens, habituellement. Voilà. Je vais pas aller plus loin. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Merci Philippe pour cette introduction. Sans plus tarder, on démarre avec la présentation du docteur Julien Coelho. Je vous laisse partager votre diaporama, Julien. Ok, alors je m'en occupe. Donc, merci pour votre proposition de participer à ce webinaire. Je suis super content que le sommeil, ça vous intéresse. Effectivement, je pense que ça peut vraiment bénéficier à beaucoup de patients et même en population générale. Donc moi, je vais vous faire un petit propos introductif sur le sommeil, comment il peut être altéré et quelles sont les principales causes. Qu'est-ce que c'est que le sommeil? Le sommeil, c'est une fonction vitale essentielle qui occupe le tiers de nos vies et à laquelle on participe tous. C'est une modification électroencéphalographique de notre activité cérébrale qui se ralentit pendant le sommeil. Et ce ralentissement, il est propice pour le maintien de l'homéostasie de notre corps. Du coup, on alterne différents stades de sommeil au cours de la nuit. C'est ce qu'on représente sur l'hypnogramme, qui est la figure qu'on voit à droite, avec du sommeil profond plutôt en début de nuit et du sommeil paradoxal plutôt en fin de nuit sous la forme de 4 à 5 cycles de 90 minutes, avec une durée de sommeil qui généralement est entre 7 et 9 heures. Il y a plusieurs facteurs qui viennent participer au bon déroulement du sommeil. Il y a des facteurs physiologiques, donc il y a le rythme circadien qui dit qu'on est plutôt des animaux diurnes, qu'on va dormir la nuit et être réveillé le jour. Et il y a un autre facteur qui est le facteur homéostatique qui dit que quand ça fait longtemps qu'on n'a pas dormi, on a besoin de dormir. Donc classiquement, les deux facteurs sont en phase. Le soir, c'est la nuit, on a besoin de dormir. Le soir, ça fait longtemps qu'on n'a pas dormi, on a besoin de dormir. Les deux facteurs sont en phase et dans ces contextes, on peut bien dormir. Et il y a aussi des facteurs comportementaux, donc ça peut être par exemple, je pense à les enfants, les animaux, le travail, le stress. Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent venir impacter notre sommeil, qui ne sont pas des facteurs directement de notre physiologie. L'ensemble de ces deux grandes familles de facteurs, ça contribue à notre sommeil et donc à notre santé. Deux principales perturbations de notre sommeil, c'est l'insomnie et la somnolence. L'insomnie, c'est l'incapacité à initier ou à maintenir le sommeil alors qu'on voudrait dormir. Et la somnolence, c'est l'incapacité à maintenir l'éveil dans des situations où on voudrait rester éveillé. Donc, c'est des perturbations qui sont fréquentes, c'est entre 20 et 30% de la population générale selon les outils de mesure. C'est des perturbations qui sont invalidantes, y compris la somnolence pour la conduite automobile, par exemple. Donc, j'ai un peu spoilé cette diapo, mais donc le niveau de perturbation du sommeil a augmenté avec la pandémie. Ça reste à des niveaux très élevés. On est à 69% de la population française qui rapporte une perturbation du sommeil dans les 8 derniers jours. Environ 2 tiers des personnes qui se plaignent d'un mauvais sommeil sur les 8 derniers jours. Et donc, le plus souvent, ce sera des problèmes d'insomnie ou de somnolence. Et il peut y avoir de nombreuses conséquences de ce mauvais sommeil. J'ai déjà cité la conduite automobile pour ce qui est de la somnolence, mais ça peut nuire également aux performances académiques et scolaires, ça peut nuire à la santé mentale, à la santé cardiovasculaire, à la santé métabolique, et même ça peut dérégler l'immunité. Les principales causes, on va voir, il y en a de deux types, donc des causes qui sont plutôt comportementales et des causes qui sont plutôt physiologiques. Parmi les causes comportementales, il y a la privation de sommeil. Donc là, on avait des données d'une enquête de 2023 qui montrait qu'on avait 23% de la population française qui rapportait dormir moins de 6 heures la semaine. Donc 6 heures, c'est vraiment un seuil où on est relativement confiant à l'idée de dire que c'est une insuffisance de sommeil. Donc, il y a encore des comportements de privation de sommeil qui peuvent être liés à plusieurs choses. Ça, c'est les résultats d'une étude qui a montré que l'électricité
et donc est un facteur qui va réduire la durée de sommeil dans des populations qui n'avaient pas accès à l'électricité. Il y a quasiment 1 heure de sommeil qui est perdue au moment où on a l'électricité. Donc ça, c'est un papier pour illustrer mon propos, qui est de dire que globalement, notre privation de sommeil dans notre société moderne, elle est probablement due au fait d'avoir accès à l'électricité. Et donc aujourd'hui, on pointe du doigt plutôt les écrans, mais c'est la continuité de cet accès à la lumière et à l'activité tout autour pendant les 24 heures du rythme nictéméral. Donc, je vous ai dit moins de 6 heures, à peu près 20 à 30% de la population qui dort moins de 6 heures la semaine, alors que pourtant, pour des adultes, on estime que la durée de sommeil est classiquement entre 7 et 9 heures, recommandée du moins entre 6 et 10 heures si on élargit un peu les normes. Cette durée de sommeil, elle a tendance à se raccourcir avec le temps, c'est peut-être quelque chose que vous aviez déjà en tête, elle diminue avec l'âge, et donc quand on est enfant, c'est des durées de sommeil qui sont encore plus élevées. Une seconde cause, qui est aussi très fréquente, c'est ce qu'on appelle le jet lag social. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu parler, mais pas sous cette forme-là. C'est cette tendance à avoir du mal à se décaler, on va dire, entre la semaine et le week-end. Donc, c'est-à-dire que la semaine, on a le réveil qui nous sort du lit tous les matins, et le week-end, on récupère, on se couche plus tard, mais aussi on se lève plus tard. On récupère en fait les horaires de son rythme biologique propre. Donc, c'est illustré par cette bande dessinée qui montre la difficulté à sortir du lit le matin et finalement la difficulté à s'endormir le soir parce qu'on est décalé par rapport à son rythme biologique interne. Et la figure de gauche, elle représente un peu ce rythme. On voit d'un jour sur l'autre. Donc en noir, ça va être les jours de semaine et en blanc, ce sera les jours de week-end. On voit que la personne, péniblement, elle a un réveil qui la sort du lit tous les matins à 6h30 et que le week-end, elle essaie de rattraper tant bien que mal la privation de sommeil qu'elle a accumulée la semaine. Une autre cause, on pense que ce décalage entre le rythme biologique propre et le rythme de vie, il est néfaste pour le sommeil. Comme je vous le disais, on attend que les deux systèmes de régulation du sommeil, le système circadien et le système homéostatique, ils sont en phase. Quand ils sont en phase, c'est là où on dort le mieux, c'est là où on est le mieux réveillé pendant la journée. Et quand on se décale, on va avoir, par exemple, je prends la situation extrême, je ne me couche pas cette nuit et j'essaie de me coucher demain matin à 8 heures du matin, c'est ce que les soignants peuvent être amenés à faire ou dans d'autres corps de métier assez fréquemment. On va avoir une opposition de phase entre le système circadien qui va nous dire c'est le jour, c'est l'heure de se réveiller, et le système homéostatique qui va nous dire non, non, c'est l'heure d'aller se coucher, ça fait trop longtemps qu'on est réveillé. Et dans ces conditions, ça fragmente le sommeil, ça diminue le sommeil lent profond, ça altère la quantité de sommeil. Donc, une autre façon, donc là j'ai pris un exemple extrême, mais une autre façon d'avoir une bonne santé du sommeil, c'est non seulement d'avoir la bonne durée, mais aussi d'être régulier et d'avoir une bonne temporalité, c'est-à-dire probablement dormir la nuit et être réveillé le jour. Pour aider ces personnes qui ont ce décalage, ce jet lag social, on utilise des outils qui utilisent la lumière. En fait, la lumière est le meilleur synchroniseur pour nous remettre sur notre rythme biologique. C'est ce qu'on fait quand on passe des fuseaux horaires, quand on part en vacances pour le travail. On va être amené à se confronter à la lumière le matin si on va vers l'est, à la lumière le soir si on va vers l'ouest, et pour réapprendre à notre horloge biologique quel est le rythme de vie à ce fuseau horaire-là. La lumière, elle va venir inhiber la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone qui régule le système circadien. Il y a plein d'autres choses qui peuvent altérer la qualité de notre sommeil. Il y a plein de consommations qui ont un impact sur notre sommeil. Par exemple, le café, qui est un stimulant qui va inhiber la propension à l'endormissement pendant la journée, mais aussi allonger la latence d'endormissement si on consomme le soir. La nicotine également, avec un effet cholinergique, elle va être stimulante et allonger l'endormissement et fragmenter le sommeil en début de nuit. À l'inverse, la consommation d'alcool et de cannabis, c'est des consommations qui sont plutôt sédatives, qui ont des effets relaxantes pour le système nerveux central. Le problème, c'est que lié au phénomène d'accoutumance, elles vont avoir un effet, à consommation égale, on va finir par expérimenter un sevrage relatif, et donc du coup, on va expérimenter des symptômes de sevrage, et donc avec un allongement de la latence d'endormissement, une augmentation, une diminution du sommeil lent profond en début de nuit, donc des effets néfastes pour une consommation chronique. Pour l'instant, je vous ai parlé des comportements. Il y a aussi donc les maladies qui viennent altérer la physiologie du sommeil. Je vous en donne deux exemples qui sont pas forcément ceux qu'on va traiter aujourd'hui, mais c'est pour illustrer mon propos. Le syndrome d'apnée du sommeil, qui est une maladie fréquente, qui est liée à une obstruction des voies aériennes supérieures pendant la nuit, et du coup le débit
le flux nasal, le débit respiratoire diminue. On va avoir une diminution de l'oxygène dans le sang et finalement, l'individu va être obligé de se réveiller pour reprendre une respiration, réouvrir les voies aériennes supérieures, reprendre une respiration. Ça va fragmenter son sommeil et il va avoir un sommeil qui n'est pas reposant, une mauvaise qualité de sommeil, une mauvaise qualité d'éveil. Un autre exemple de maladie qui altère la physiologie du sommeil, c'est la narcolepsie. C'est lié à un déficit dans une molécule éveillante et ce déficit, il va entraîner des propensions à faire des attaques de sommeil. Donc là, c'est carrément, c'est plus vraiment de la somnolence classique, c'est vraiment des gens qui vont être capables de s'endormir dans des situations qui n'est pas du tout propice à l'endormissement. Donc là, sur l'exemple, elle s'endort alors qu'elle est en train de lire un document. Et en fait, cette maladie, on l'objective en proposant des siestes à ces patients toute la journée et on montre qu'ils sont capables de s'endormir très rapidement, plusieurs fois dans la journée, ce que tout individu qui n'a pas cette pathologie ne serait pas capable de faire. Parmi les causes les plus fréquentes, évidemment, le trouble insomnie chronique, qui est le trouble du sommeil le plus fréquent, qui concerne 10 à 15 de notre population, qui est probablement lié à une insomnie aiguë qui va se chroniciser. Mais voilà, c'est le sujet un peu de la suite du webinaire, donc je vais laisser les différents intervenants revenir un peu dessus. Pour nous, c'est juste que ce que je vais vous dire, c'est que l'insomnie vient d'une histoire un peu de l'individu. Probablement que c'est des personnes qui ont des facteurs prédisposants, qui ont par exemple des antécédents familiaux, qui un jour vont être confrontés à un facteur précipitant, ce qui peut être un événement de vie, un deuil, etc. Et à partir de ce moment-là, ils vont mettre en place des comportements qui ne sont pas appropriés, ils vont modifier un peu leurs croyances vis-à-vis du sommeil, et au bout d'un moment, l'insomnie devient chronique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le facteur précipitant, mais il y a des facteurs perpétuants qui se sont mis en place. Et dans ces cas-là, voilà, l'insomnie est chronique, elle est indépendante des facteurs externes. Et c'est à ce moment-là qu'on parle du coup du trouble insomnie chronique et qu'on va essayer d'améliorer la qualité du sommeil de ces individus. Les conséquences de ce trouble insomnie chronique, c'est facilement mesurable par la consommation élevée de molécules somnifères dont font partie les benzodiazépines en France. La France est le 2e pays consommateur. On a 15 des gens qui ont eu un traitement par benzodiazépine dans l'année. La consommation, elle a tendance à augmenter avec l'âge. La plupart du temps, c'est un médecin généraliste qui a l'initiative de cette prescription. La consommation, heureusement, elle commence à afficher une baisse ces dernières années. Pour nous, ces molécules, elles sont importantes dans certaines situations. Les situations typiques, c'est des situations aiguës. Quand il y a facteur précipitant, c'est peut-être une bonne idée d'aider la personne à passer le cap en utilisant ces molécules, mais on est relativement certain que ces molécules, en utilisation chronique, elles sont mauvaises pour plusieurs raisons. Déjà, elles ont chacune leurs effets indésirables qui peuvent perturber la qualité de vie des individus. Aussi, elles ont un phénomène d'accoutumance, donc à dose égale, la personne va finir par expérimenter un sevrage relatif, comme avec le cannabis, comme avec l'alcool, et du coup, va finir par moins bien dormir. À défaut d'augmenter les doses, va finir par moins bien dormir, et du coup, il va devoir y avoir un sevrage. Si jamais il y a sevrage en benzodiazépine, le sommeil, il est encore moins bien qu'avant le début de la benzodiazépine. Donc c'est un facteur, on va dire, plutôt euh, c'est un facteur perpétuant de l'insomnie chronique. Et on pense que c'est un bon élément pour éviter de passer de l'insomnie aiguë à l'insomnie chronique, mais une fois que la benzodiazépine est prise depuis trop longtemps, il est probable que ça éloigne le sujet du bon sommeil. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, il faut savoir ce qu'on va proposer aux différentes personnes. Donc pour la population générale, on a plein de recommandations qui sont éditées par l'Institut national du sommeil et de la vigilance, qui listent les 10 bonnes règles d'hygiène de sommeil, un peu comme je vous en ai parlé là brièvement, c'est-à-dire éviter les consommations qui ont un mauvais impact sur le sommeil, essayer d'avoir une bonne durée, une bonne régularité, une bonne temporalité du sommeil, et puis aussi essayer d'avoir un environnement de la chambre qui est propice au sommeil, donc une température pas trop élevée, un environnement obscur, un environnement silencieux, une exposition à la lumière pendant la journée. Et tous ces éléments, c'est des éléments d'hygiène de sommeil qu'on peut proposer à toute la population. On pense que ça a des effets bénéfiques pour toute la population. Et dans ce cas-là, on est plutôt dans de l'information. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on va plutôt parler des gens qui présentent des plaintes de sommeil, voire des troubles de sommeil. Et dans ces cas-là, on se met plutôt dans une posture d'éducation thérapeutique, voire de thérapie. Je vais vous laisser voir ça avec les prochains intervenants. Et l'objectif étant donc d'améliorer la qualité du sommeil et de l'éveil de ces individus. Et comme je vous l'ai montré au début, finalement, d'améliorer la santé de ces individus, parce qu'on pense que le sommeil, c'est un déterminant de santé très important qui va jouer sur de nombreux systèmes cardiovasculaires, métaboliques, la santé mentale, les performances, etc.
Je vous remercie pour votre attention et puis je vais essayer de traiter les questions dans le chat. Oui, merci beaucoup Julien pour votre intervention. On compile les questions de cette première intervention qu'on posera à la fin. Et donc, je vais laisser la parole à Léa Boileau. Bonjour à tous. Hop, tout fonctionne bien. Alors, c'est parti. Donc, je suis Léa Boileau, je travaille, comme je vous ai dit, au service universitaire de médecine du sommeil de Bordeaux. Et donc, moi, je vais vous présenter une expérience de terrain, donc, qui est la prise en charge de l'insomnie chronique en groupe, qu'on réalise maintenant depuis 3 ans dans le service. Donc déjà, qu'est-ce que l'insomnie chronique? Donc l'insomnie, c'est une insatisfaction liée à la quantité ou à la qualité de sommeil qui va être associée donc potentiellement à des difficultés d'endormissement. Donc c'est des patients qui vont mettre plus d'une demi-heure à s'endormir. Des difficultés de maintien du sommeil, donc on va avoir des réveils nocturnes avec des difficultés à se rendormir. Et on peut aussi avoir ce qu'on appelle des réveils matinaux précoces. La perturbation du sommeil, ce qui est important, c'est qu'elle ne va pas du coup perturber que la nuit, mais aussi elle va avoir des conséquences diurnes donc sur la journée, donc on retrouve souvent donc de la fatigue, de la somnolence, de l'irritabilité, pour avoir des difficultés de concentration, de mémoire. Ça peut aussi avoir un impact donc sur l'humeur, que ce soit de la tristesse ou de l'anxiété. Et donc, pour être dans le cadre de l'insomnie chronique, il faut que ces difficultés de sommeil surviennent au moins 3 nuits par semaine, et ce depuis 3 mois. Donc, comment on va prendre en charge cette insomnie chronique? Donc déjà, comme on l'a vu avec Julien, on va faire la distinction entre l'insomnie chronique, donc qui est installée depuis plus de 3 mois, et l'insomnie aiguë, qui, elle, a un temps qui est plus court. Et donc, ce qui est recommandé en première intention pour la prise en charge des insomnies chroniques, c'est ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales de l'insomnie, aussi appelées TCCI. Donc, dans cette prise en charge pour l'insomnie chronique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer au cercle vicieux de l'insomnie en agissant sur 2 paramètres principaux, qui sont donc les pensées liées au sommeil, donc les croyances, et les comportements de sommeil. Donc, tout ça pour objectif de retrouver un meilleur sommeil. Donc, comment les patients arrivent du coup à ces groupes insomnie? Donc, tout d'abord, avant d'arriver dans le service, ils sont la plupart du temps donc, adressés par un médecin traitant ou un médecin spécialisé. Ensuite, le patient va être reçu en consultation individuelle par un médecin somnologue afin potentiellement de poser des diagnostics, de faire d'autres explorations du sommeil et de prendre en charge les comorbidités du trouble insomnie. Donc, s'il y a une insomnie chronique, donc je vais rencontrer le patient en première consultation individuelle, donc consultation psychologique, avec pour but du coup de faire l'anamnèse du patient, de bien caractériser son insomnie, de voir quels sont les facteurs de maintien, quels sont voilà, donc les facteurs qui maintiennent le trouble. On va aussi explorer du coup la plainte du patient et ses attentes. Donc à ce moment-là, donc, je leur présente la prise en charge qu'on fait dans le service. Et si tout le monde est d'accord, du coup, on part sur la prise en charge de l'insomnie grâce aux thérapies cognitives et comportementales. Et enfin, une fois que le patient a fini cette prise en charge, il revoit du coup son médecin somnologue. Donc nous, on va principalement du coup aujourd'hui s'intéresser sur concrètement qu'est-ce qu'on fait pendant cette prise en charge. Donc, les groupes de TCC insomnie sont organisés en 4 séances qui sont espacées à peu près 15 jours, ce qui va permettre aux patients entre chaque séance du coup de mettre en œuvre les consignes données. Donc, c'est des séances qui durent 2 heures, qui accueillent 6 patients présentant donc tous un trouble d'insomnie chronique. Et donc, les séances sont animées donc par moi-même et par un des médecins du sommeil. Avant chaque séance, on demande aux patients de remplir des questionnaires. Donc, on va évaluer l'insomnie, la somnolence, la santé du sommeil, la fatigue, les croyances liées au sommeil. On va aller aussi explorer donc d'autres paramètres qui sont la dépression et l'anxiété. Donc, ces questionnaires vont permettre de voir notamment l'évolution des patients au fil des séances et au fil de la prise en charge. Donc là, je vous ai mis le contenu des séances. On va passer rapidement dessus parce que par la suite, on va les voir, on va les décortiquer un peu chaque séance une par une. Donc la première séance, c'est vraiment une séance de psychoéducation sur le sommeil, sur l'insomnie. Donc l'objectif, c'est d'apporter des connaissances aux patients.
La deuxième séance, donc on met à ce moment-là en place les mesures comportementales des TCC. La troisième séance, là, on fait plutôt un travail sur la question des cognitions et des croyances liées au sommeil. Et enfin, la dernière séance, c'est une séance sur laquelle on travaille sur les pensées répétitives. Donc la première séance, donc vu que c'est la première séance, ça va déjà permettre de fixer le cadre du suivi, de bien leur expliquer comment ça va se passer. On fait un tour de table pour que chaque participant du coup puisse se présenter du coup ses difficultés de sommeil et aussi du coup expose ses attentes. Et à ce moment-là, donc on va démarrer sur un brainstorming sur l'insomnie. Donc pour vous, l'insomnie, quels sont les mots-clés qui vous viennent à l'esprit, quelles sont les conséquences que vous voyez, donc qui va permettre du coup d'aller travailler sur la question de la définition de l'insomnie, qui va permettre aussi de partager les points de vue et les représentations. Dans un second temps, donc, on va expliquer donc, les processus d'installation et de maintien du trouble. Donc, qu'est-ce qui fait que mon insomnie perdure, même si mon facteur déclenchant a disparu. On va du coup exposer aussi la question des stades de sommeil. On va voir donc les deux processus dont Julien a parlé, donc le processus homéostatique et le processus circadien. Et au regard de tout ça, on va parler de ces fameuses règles d'hygiène du sommeil. Pendant toutes les séances, en fait, on distribue aux patients des livrets. Donc, il y a un livret par séance qui va déjà leur permettre de pouvoir suivre, notamment quand on expose les stades de sommeil avec des schémas, ce qui va pouvoir parfois leur servir à prendre des notes. Et surtout, en fait, il va y avoir les informations clés qui vont leur permettre, en fait, de des fois reprendre à la maison, de relire les informations qu'on a pu voir pendant les séances. Et donc, à la fin de la première séance, on distribue aux patients un agenda du sommeil, donc qui va être l'outil phare dans cette prise en charge de l'insomnie. Donc, cet agenda du sommeil va nous permettre vraiment de comprendre comment se passent les nuits du patient. Donc, il va le remplir tous les jours en mettant la veille à quelle heure il s'est mis au lit, à quelle heure il est sorti du lit, et il va colorier du coup les moments de sommeil. Après, je vous montrerai un agenda rempli. Donc, la séance 2, donc entre la séance 1 et la séance 2, donc 15 jours se sont passés. Le patient arrive à la séance 2 avec son agenda du sommeil rempli. En général, ils ont déjà commencé à mettre en place quelques règles d'hygiène du sommeil. Au début de la séance 2, donc, le médecin fait un topo sur du coup, les traitements hypnotiques. Et après, du coup, on part sur la mise en place des mesures comportementales. Donc, tout cela part du postulat que les patients insomniaques, ils ont tendance à compenser leur manque de sommeil par toute une série de comportements et de mauvaises habitudes qui, au final, vont entretenir le trouble. Donc, par exemple, ce qui se passe, c'est que souvent les patients insomniaques ont tendance à allonger la durée du temps passé au lit. Soit ils vont se mettre au lit plus tôt en se disant je suis super fatiguée, je ne vais pas me coucher trop tard ce soir en essayant de récupérer du temps de sommeil. Soit au contraire, ils vont essayer de se lever plus tard, donc faire la grasse matinée le week-end, ou traîner un peu au lit le matin, en espérant du coup pouvoir en profiter pour se reposer. De la même manière, du coup, face à la fatigue, souvent donc, il y a des comportements de sieste qui sont mis en place, donc parfois même ça peut être des siestes longues en fin de journée. Et donc, également, ils ont tendance à passer beaucoup de temps au lit, même s'ils ne dorment pas, toujours pour essayer de compenser la fatigue ressentie. Donc, de tout ça, on découle qu'on a un conditionnement, donc une association négative qui va être créée entre le lit et l'insomnie. À force d'être dans le lit et d'avoir les yeux grands ouverts et d'être éveillé, rien que le fait d'être dans le lit va devenir éveillant. Donc ça, par exemple, on le voit chez les patients qui vont nous dire le soir, quand je me pose devant la télé, je m'endors, je me dis, c'est l'heure d'aller me coucher, je me lève et rien que le fait de rentrer dans la chambre, j'ai les yeux grands ouverts, je ne ressens plus la fatigue. Donc nous, tout l'objectif va être de casser cette association-là et en fait de recréer une autre association, un autre conditionnement qui est le lit-sommeil. Donc quand j'arrive dans mon lit, le corps comprend que c'est le moment du sommeil, c'est le moment de dormir, donc on amplifie le signal. Donc pour ça, on va avoir différents outils, différentes techniques, donc je vous ai exposé ici, donc ce qu'on appelle le contrôle du stimulus. Donc on va demander aux patients d'aller au lit uniquement lorsqu'ils se sentent somnolents, d'utiliser le lit et la chambre à coucher seulement pour le sommeil et les activités sexuelles. Donc on ne lit pas dans le lit, on ne regarde pas la télé dans le lit, on ne révise pas dans son lit, on ne mange pas dans son lit. Le lit est vraiment l'espace juste pour dormir. S'il y a du coup un réveil nocturne qui est prolongé ou que le patient met beaucoup de temps à s'endormir, on va lui demander à ce moment-là de sortir du lit. Mais d'aller faire une activité calme, peu stimulante, tout en restant dans une atmosphère nulle. Donc on garde le plaid autour de soi, la lumière tamisée,
et du coup, on va faire, je sais pas, un peu de lecture, écouter de la musique calme, quelque chose qui va calmer l'agacement. Et dès qu'on sent du coup la somnolence revenir, le patient va pouvoir retourner dans le lit. Une chose qui va être importante également, ça va être la régularité des heures de lever. Donc c'est vraiment l'heure de lever où on va avoir un intérêt d'être bien régulier, sans égard du coup à la quantité de sommeil obtenue la nuit précédente. Donc ça, c'est une consigne qui n'est pas forcément facile à mettre en place, mais qui va avoir tout son intérêt, notamment pour le processus circadien. Et donc, on évite au maximum les siestes, et s'il y a vraiment une somnolence qui est forte en début d'après-midi, on peut faire une sieste, mais une sieste courte. L'autre technique comportementale, du coup, c'est la restriction du temps passé au lit. Donc, comme on a vu, les patients insomniaques ont tendance, du coup, à allonger leur temps passé au lit par un processus de compensation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer donc de réduire leur temps passé au lit pour, en fait, on va créer un léger état de privation de sommeil, ce qui va augmenter, du coup, leur pression de sommeil au moment d'aller au coucher. Et normalement, donc, ça va faciliter l'endormissement, donc on diminue la latence d'endormissement et on améliore la continuité du sommeil avec moins de réveil nocturne. Donc pour cela, dans le livret 2, les patients, donc, ils ont des petits calculs à faire à partir de l'agenda du sommeil qu'ils ont rempli. Donc on leur demande d'évaluer le temps total de sommeil sur leur agenda, d'évaluer leur temps total passé au lit. Donc ça va nous permettre de calculer ce qu'on appelle l'efficacité du sommeil, donc il y a un pourcentage. Et on va essayer de réduire au maximum le temps passé au lit au temps subjectif de sommeil. Donc si le patient dort, je ne sais pas, 6 heures par nuit, on peut rajouter une demi-heure le temps d'endormissement des réveils nocturnes, mais il faudrait du coup qu'il ne passe pas plus de 6h30 entre le moment où il va au lit et le moment où il sort du lit le matin. Donc pour chaque patient, chacun va avoir des nouveaux objectifs horaires en fonction du coup de leur agenda, de leurs besoins de sommeil et de leurs habitudes. Donc là, je vous ai mis par exemple un exemple d'agenda du sommeil qui a été complété par une patiente. Donc c'est pour vous montrer tout l'intérêt de cet outil où, comme on peut voir en un coup d'œil, on peut voir que cette patiente parfois a des difficultés d'endormissement où elle met plus d'1h30 à s'endormir. On voit surtout des phases de longs réveils nocturnes dans certaines nuits et parfois même des réveils précoces. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'elle a du coup une irrégularité de ses heures de lever avec de grosses variations. Il y a des matins, elle sort du lit à 7h30 et d'autres, elle sort du lit à 11h30. Donc là, par exemple, en faisant les calculs dont on vient de parler, le temps total de sommeil de cette patiente, il est là de 4h30. Par contre, son temps total passé au lit est de 7h15. Donc son efficacité du sommeil est à 62%. Donc ça veut dire que 62% du temps où elle est au lit, elle est en train de dormir. Donc le reste, elle ne dort pas. Donc là, par exemple, les consignes qui ont pu être mises en place, c'est de régulariser l'heure de lever donc à 7h du matin, de retarder son coucher à 1h, donc on réduit le temps passé au lit là, à une plage de 6 heures, et on lui demande aussi de sortir de son lit lors des réveils nocturnes. La troisième séance, donc encore une fois, pendant 2 semaines, les patients du coup ont rempli l'agenda du sommeil avec du coup leurs nouvelles consignes. Donc on fait un retour sur ces 2 dernières semaines, on réajuste les consignes si nécessaire, et ensuite en fait on va travailler du coup sur les pensées liées au sommeil, sur les cognitions. Et donc en fait les patients qui souffrent d'insomnie, souvent ils expriment des inquiétudes qui vont porter sur leur sommeil et du coup aussi sur les conséquences en journée liées à leur mauvais sommeil. Donc, ce qu'on observe, c'est que les patients insomniaques ont tendance à avoir des biais cognitifs liés au sommeil, donc notamment, par exemple, un sentiment de perte de compétences, je ne sais plus dormir, je n'arrive plus à dormir si je n'ai pas de médicaments, pas de rituel. Des croyances erronées donc, sur la physiologie du sommeil, si je ne m'endors pas à 22h30, de toute façon, je ne m'endormirai jamais après, on a une horaire précise, ou des attentes même irréalistes par rapport au sommeil. Il faut à tout prix que je dorme 8 heures pour être en forme, alors que ça se trouve, le patient en fait est un court dormeur et il a besoin que de 6h30 pour se sentir en forme. Donc on observe chez les patients insomniaques de nombreux biais sur lesquels on va chercher à travailler. Et donc pour ça, on leur fait remplir du coup l'échelle de croyances et attitudes concernant le sommeil. Donc c'est 16 items où les patients, donc il y a des affirmations sur le sommeil. Par exemple, j'ai besoin de 8 heures de sommeil pour me sentir reposée et bien fonctionner la journée. Et du coup, ils vont mettre s'ils sont fortement en désaccord avec cette idée ou fortement en accord du coup sur l'échelle. Donc cette échelle-là va nous permettre déjà de repérer donc les pensées dysfonctionnelles liées au sommeil, donc sur les causes de l'insomnie, sur les conséquences de l'insomnie et sur leur attente par rapport au sommeil. Donc grâce à ça, on va pouvoir repérer les biais cognitifs des patients et utiliser des techniques donc, de restructuration cognitive afin en fait de passer de pensées qui sont automatiques, qui arrivent de manière inconsciente,
à des pensées qui vont être alternatives et donc essayer d'apporter une certaine flexibilité. Donc là, par exemple, pour l'item 7, lorsque je me sens irritable, déprimée ou anxieux pendant la journée, c'est surtout parce que j'ai mal dormi la nuit précédente. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'en fait, tous les patients du groupe n'ont pas répondu le même score. Donc il y en a qui sont d'accord, d'autres moins en accord. Donc on va essayer de voir un peu les arguments de chacun. Et par exemple, on va pouvoir utiliser des techniques de décentration, de dire, voilà, vous connaissez des gens qui n'ont pas de troubles du sommeil. Est-ce qu'ils sont jamais irritables, jamais déprimés, jamais anxieux? Donc ça va être d'essayer de prendre un peu de recul par rapport à l'insomnie et de ne pas tout mettre sur le dos de l'insomnie. Donc la séance 4, la dernière séance, encore une fois, on fait le retour sur les 2 dernières semaines avec l'agenda du sommeil, on réajuste les consignes si nécessaire, et cette fois-ci, du coup, on va faire un topo sur la question des ruminations, qui sont un facteur de maintien du trouble de l'insomnie. En groupe, on va faire du coup un brainstorming sur les techniques de gestion des ruminations, donc de voir un petit peu quelles sont les techniques de chaque participant. Et à ce moment-là, on va ensuite expérimenter une ou plusieurs techniques, donc par exemple la cohérence cardiaque, la pleine conscience, la sophrologie. Comme c'est la dernière séance, on en profite également pour faire un bilan de prise en charge à l'oral, voir voilà, s'ils ont des suggestions, voir comment s'est passé le groupe pour eux, et on leur fait également remplir un questionnaire de satisfaction. Donc en conclusion, donc nous c'est vrai que c'est pas pour le coup un programme étiqueté comme ETP, même si on utilise pas mal d'outils. Donc je me suis amusée à reprendre en fait le contenu de chaque séance et de voir en fait avec quel objectif ETP on pourrait le mettre en lien. Donc c'est vrai que la première séance a plutôt pour but de développer la connaissance de la maladie, de ses causes, de son évolution naturelle, repérer les symptômes de la maladie, évaluer sa sévérité et mettre en place à ce moment-là les règles de sommeil et d'hygiène appropriées. La deuxième séance, on va développer des compétences d'auto-soin. On va mettre en place des modifications du coup, dans le mode de vie, notamment liées au sommeil, mais aussi au rythme de la journée. Troisième séance, quand on travaille sur les pensées liées au sommeil, donc c'est identifier surtout le retentissement de l'insomnie et essayer de mieux vivre avec, donc en prenant un peu de recul par rapport aux difficultés. Et la dernière séance permet de repérage du coup, des ruminations et de développer des compétences d'auto-soin pour les prendre en charge. Voilà. Merci Léa. Votre présentation complétait tout à fait celle du docteur Coelho et nous a permis de faire effectivement des liens très pratiques sur la mise en œuvre du côté des programmes ETP. Je pense que les éducateurs thérapeutiques qui assistent à ce webinaire trouveront là des idées pour pouvoir peut-être aborder ce sujet dans leurs ateliers. On propose maintenant à Mathilde de prendre la parole pour pouvoir apporter justement son point de vue de bénéficiaire de cette démarche de TCC et avoir la parole d'un usager sur cette prise en charge. À vous, Mathilde. Merci. Donc, bonjour. Donc, je m'appelle Mathilde, j'ai 36 ans et j'ai participé cet été au cours de 2 mois à cette thérapie cognitive et comportementale. Donc, j'ai suivi les ateliers avec Léa Boileau. Donc, je vais pouvoir vous parler un petit peu de comment ça se passe dans ces ateliers et surtout quand on est un patient souffrant de troubles du sommeil. Donc, pour le contexte, c'est à la suite de plusieurs consultations pour des troubles au niveau des cervicales, des douleurs, au niveau des mâchoires également et des migraines à répétition, que mon médecin m'a envoyé consulter un médecin somnologue pour réaliser une polysomnographie. Donc, c'est un examen qu'on fait au cours d'une nuit passée en hôpital, où on est connecté avec des électrodes au niveau du visage, au niveau du crâne, des jambes, des bras, pour enregistrer en fait tout ce qui se passe pendant notre sommeil et décrypter les éventuelles anomalies. Donc dans mon cas, le but, c'était de vérifier si je faisais du bruxisme, donc si je serrais trop fort les mâchoires pendant la nuit, ce qui au final n'était pas le cas, ou si je faisais de l'apnée du sommeil, ce qui aurait expliqué l'épuisement et éventuellement les migraines qui s'ensuivaient. C'était surtout la première fois de ma vie que je voyais enfin un médecin du sommeil, alors que je souffre depuis le début de mon adolescence de gros problèmes d'endormissement et d'insomnie, et qu'on n'avait jamais traité en fait ce problème par un spécialiste. J'avais pendant plusieurs années eu des traitements à base de somnifères assez forts, que j'ai arrêtés et ensuite remplacés par d'autres traitements moins addictifs, mais de façon compliquée. Progressivement aussi par des biais un peu plus naturels, mais sans jamais réussir à vraiment régler le problème de mes insomnies. Mes insomnies, ça se traduisait par des grosses difficultés à m'endormir et ensuite à rester endormie,
de très longues heures passées complètement éveillée. Pour le coup, des crises d'angoisse avec énormément de stress lié à l'endormissement et à la nuit. Et ensuite, une fatigue immense qui s'impactait en fait tout au long de ma journée. Lors de l'entretien avec le médecin du sommeil, il m'a donc proposé en complément de la polysomnographie de suivre la TCC qui se déroulait sur 4 demi-journées. Donc même si j'étais un petit peu dubitative au début, je me suis inscrite en me disant que ça pouvait que éventuellement m'apporter de nouveaux outils que j'avais rien. Donc j'aurais aimé qu'on me parle de cette forme de prise en charge 20 ans en arrière, quand j'ai commencé à prendre des somnifères tous les soirs pendant 6 ans et qu'après, il y a eu une addiction qui a été créée. Je pense que si j'avais pu effectuer tous les exercices qu'on a fait, j'aurais probablement mieux géré beaucoup d'autres situations, puisque le sommeil a un impact énorme sur, l'énergie, le stress, les émotions. Je pense que j'aurais réussi à adapter, plusieurs années de travail, en respectant mieux mes besoins. Comment on vit quand on a des troubles du sommeil? C'est quelque chose qui devient très vite, omniprésent dans notre quotidien. C'est une partie de nous-mêmes d'être, insomniaque ou d'être, épuisé en fait. C'est un état de fatigue qui est constant, c'est des difficultés à gérer les réveils. Donc moi, je faisais partie des personnes qui mettent 5 à 6 réveils le matin pour arriver à sortir du lit. Ça veut dire parfois, réadapter son emploi du temps pour arriver à être, à l'heure au travail parce qu'on n'arrive pas à gérer cette partie-là. Ça veut dire aussi, revoir parfois sa vie sociale pour, diminuer au maximum les activités qu'on fait à l'extérieur, moins voir de monde, moins sortir, moins voir ses amis parce qu'on se projette de suite dans la fatigue qu'on va ressentir en se couchant trop tard. Et donc en fait, c'est un cercle vicieux où on s'enferme, complètement, dans notre insomnie, dans tout ce qui est lié, à nos troubles du sommeil. Pendant la TCC et c'est quelque chose dont je me rendais pas du tout compte avant, j'ai réalisé que tout passait au travers du prisme de mon sommeil et en fait, c'est quelque chose qui était progressif et que j'avais pas, réalisé jusqu'au moment de cette prise en charge. Hem, pour vous parler un peu plus en détail de comment ça se passe pendant les séances, donc on progresse avec, un agenda du sommeil. Donc comme vous l'a présenté Léa, c'est quelque chose vraiment qui va nous suivre, dans notre quotidien. C'est un petit tracker dans lequel on va, tout inscrire, notre routine de coucher, l'heure à laquelle on va au lit. On détaille pas mal de choses, plus ou moins si on en a envie, mais plus c'est détaillé et plus en fait on arrive à mieux comprendre comment, fonctionne, notre sommeil. Et ensuite, ça permet de nous aider à évaluer la qualité de notre sommeil et de voir en fait, au cours des 2 mois comment, évolue notre sommeil. C'est un outil qui est assez facile puisque, ça prend peu de temps pour le compléter, moi je le faisais tous les matins. Pendant notre première et 2e séance, en fait, on apprend beaucoup d'éléments, sur comment le sommeil fonctionne. Ça permet, en tant que patient, de mieux comprendre, en fait, comment fonctionne, le rythme circadien, quelque chose qu'on ne connaît pas forcément ou très, très peu. Qu'est-ce qui peut nuire ou qu'est-ce qui peut, être bénéfique, pour notre sommeil? Ça nous replace, en fait, dans le contexte de manière à voir qu'est-ce qui est éventuellement, défaillant dans nos routines. Entre la séance 2 et la 3, basée sur notre agenda, on nous donne des objectifs à atteindre. Donc là, c'est la partie, un peu plus difficile de la thérapie, puisque là, l'objectif est de recaler notre sommeil de façon à ce que les heures qu'on passe au lit, soient des heures, où on dort. Donc pour arriver à cet objectif, une des premières règles, c'est d'avoir une heure de lever presque identique tout au long de la semaine. Donc pour moi, c'était arriver à supprimer, mes 4 ou 5 réveils, d'en avoir qu'un seul et de se lever au moment du réveil. Donc ça passait par exemple par, un réveil que je mettais beaucoup plus fort, j'éloignais mon réveil du lit pour ne pas l'éteindre et risquer de me rendormir. Donc vraiment, recalculer peut-être, un réveil un peu plus tard que le premier réveil que je mettais pour essayer de garder une qualité de sommeil sur le matin. Et c'était aussi, décaler les heures le soir. Donc, là, beaucoup de stress puisque le but, c'est d'arriver au lit et d'avoir vraiment besoin de dormir et donc de s'endormir au moment où on est, dans le lit. Donc c'est assez dur puisqu'on se retrouve un peu, en dette de sommeil. Ça crée du stress. J'avoue que moi, c'est la partie où je me suis demandé si j'allais pas arrêter tellement, c'était fatigant en fait de faire cet effort-là.
Mais de suite après cette séance, ce passage difficile, on va dire, on revoit en fait comment ça a pu être positif, on recale un peu mieux les objectifs, on rallonge un petit peu aussi le temps hem, passé au lit le soir. Et surtout pendant la troisième séance, on voit en fait toutes les croyances liées au sommeil et la partie cognitive en fait qui impacte énormément notre relation au sommeil. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de plein de comportements, de croyances ou d'automatismes que j'avais et qui faisaient que j'arrivais plus du tout à prendre de recul par rapport à ça. C'est personnellement la séance qui m'a le plus apporté parce que j'ai pu faire le lien entre ce que je croyais et la réalité des faits. Et c'est la première fois que j'ai pu voir, en fait, mes troubles du sommeil différemment de ce qu'ils étaient vraiment et ne pas juste me dire que je peux que subir. J'ai compris qu'il y avait quelque chose que je pouvais vraiment faire mentalement pour arriver à casser les engrenages. Un autre élément qui est très récurrent donc dans les séances, on a vu, c'est les questionnaires à remplir chaque début de séance, donc ça prend 20 minutes à peu près. Il y en a beaucoup, c'est beaucoup de pages. Ça m'a semblé très redondant et je voyais pas forcément le but du jeu pendant tous ces questionnaires. Et en fait, c'est juste à la fin, quand on les reprend tous, donc pour chaque questionnaire et chaque croyance, il y a des petits points qui sont attribués et en fait, on fait un total de tous les points qui sont sortis. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui avait évolué de façon progressive, et positive. Je m'en étais pas du tout, rendu compte et finalement, bah, j'ai trouvé que c'était, très apaisant de voir que les indicateurs, remontaient tous dans le bon sens alors que moi je m'en étais pas rendu compte mais mentalement en fait ça avait quand même un impact puisque quand on remplit ces questionnaires, bah, le but c'est de le faire avec beaucoup de sincérité, donc on le fait vraiment et c'était vraiment, positif, au final. Pour ce qui est de travailler en groupe, c'est vrai que c'est un peu intimidant, en fait, au début de devoir parler de sa vie privée avec des personnes qu'on connaît pas, forcément. Heu, En vrai, très rapidement, c'est réconfortant d'être avec des personnes qui vivent, les mêmes choses que nous, ou qui sont passées, en fait, par des phases que nous, on a déjà traversées. On se sent moins seul dans le travail, qu'on doit faire et il y a un petit côté aussi stimulant de vivre, bah, cette thérapie, comme un challenge collectif pour que tout le monde arrive à quelque chose de mieux à la fin des 2 mois, que quand il est arrivé. Ce que ça m'a apporté donc aujourd'hui, après 2 mois à peu près de recul, un un très bon détachement dans la gestion de mon sommeil et de ma fatigue. Avant, j'appréhendais chaque phase avant le coucher et l'endormissement, chose qu'aujourd'hui je ne fais plus. Mon cerveau a vraiment réussi à imprimer, 2 phrases qui sont revenues à plusieurs reprises pendant les séances et qui sont très bénéfiques. La première, c'est que le sommeil, c'est quelque chose qui est naturel et qu'il faut apprendre à faire confiance un minimum à son corps et en fait, la TCC permet de se reconnecter mieux à son corps et c'est très apaisant. Et la deuxième chose, c'est que le sommeil, ben, c'est qu'un tiers de notre temps dans la journée et qu'en fait, tout ne peut pas tourner autour de notre, sommeil. Aujourd'hui, je me maintiens dans un planning de sommeil, sans passer par l'agenda, mais j'ai quand même mes objectifs, sans être non plus psychorigide, mais j'ai réussi à rattraper beaucoup de la fatigue que je ressentais au quotidien. Donc c'est perfectible, mais je gère beaucoup mieux les réveils le matin. J'arrive à mieux me caler dans mon emploi du temps par rapport au travail. J'arrive à accepter, des sorties le soir sans me dire, «Ça va être trop fatigant pour moi», donc je vis plus sereinement en fait, ma vie professionnelle et ma vie sociable. Donc vraiment positif, même si je sais que j'ai encore des objectifs à atteindre et qu'il faut que je continue de travailler là-dessus. Et pour conclure, ce que je peux donner comme message aux soignants, c'est que c'est vraiment une belle opportunité quand on est patient de pouvoir suivre ce genre de programme, plutôt que d'avoir en fait un traitement qui gère les symptômes. Là, on nous donne des clés pour, gérer la source du problème, du moins en partie et je pense que ça peut éviter en fait à quelqu'un de se retrouver dans une spirale où il vit seulement à travers ses symptômes, où il est soigné que pour ses symptômes ou pour les atténuer, alors que là, en fait, on a une chance de casser un engrenage en passant par ce biais et c'est une chance qu'on peut saisir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup de votre confiance, Mathilde, pour porter ce témoignage dans ce webinaire. C'est très éclairant et j'espère que
Notre auditoire comprendra effectivement l'intérêt de pouvoir aborder la question du sommeil dans ses pratiques professionnelles et si ça n'est pas dans le cadre d'un programme ETP, en tous les cas, de pouvoir orienter vers des centres spécialisés du sommeil. Dans le mini-site dédié à ce webinaire, vous aurez la liste des centres agréés, reconnus pour prendre en charge ces troubles du sommeil, qui peuvent être liés effectivement à toute pathologie confondue, puisqu'on a une question en ce sens. La conséquence, en tous les cas, de toutes ces pathologies, c'est d'induire une insomnie. Et donc là, on parle bien des solutions qui peuvent permettre de mieux prendre en charge la question de l'insomnie notamment. Je vais maintenant passer la parole à l'UTEP de psychiatrie santé mentale du Limousin, Caroline Cornu et Stéphanie Deneken, qui vont nous présenter un exemple concret d'un programme ETP qui aborde le sujet du sommeil. À vous. Est-ce que c'est bon là sur le partage d'écran? Impeccable. Ok. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je me représente, je suis Caroline Cornu, je suis coordinatrice d'une UTEP psychiatrie et santé mentale sur le Limousin. Donc le Limousin, c'est 3 départements, la Creuse, la Haute-Vienne et la Corrèze. Et donc je suis accompagnée de ma collègue Stéphanie Deneken, qui est infirmière spécialisée en éducation thérapeutique. Donc l'objectif aujourd'hui, c'était de pouvoir vous faire un retour d'expérience d'un module éducatif qui s'intitule Ma vie quotidienne, donc qui est un module de psychiatrie santé mentale qui s'adresse donc à toute personne présentant un trouble psychique chronique, et donc un module qui va s'intégrer dans un programme d'éducation thérapeutique plus large en réhabilitation psychosociale. Donc, un peu d'histoire. L'idée, c'est de pouvoir vous retracer un petit peu le contexte qui a permis la mise en œuvre de ce module éducatif. Donc là, historiquement, on se situe en 2018. Et donc, on avait l'émergence du projet territorial de santé mentale. Projet qui vise à encourager les actions partenariales de l'ensemble des acteurs du champ de la santé mentale, avec pour objectif commun d'améliorer le parcours de soins et le parcours de vie des personnes concernées. À côté de ça, en août 2018, l'Agence régionale de santé a lancé un appel à candidature pour la labellisation de structures de soins de réhabilitation psychosociale de proximité. Et cet appel à candidature a permis de mailler le territoire de Limousin de structures spécialisées dans le soin de la réhabilitation psychosociale et aussi d'amener une dynamique de réhabilitation pour l'ensemble des structures publiques, privées et médico-sociales. Donc, fin 2017, l'UTEP Psychiatrie Santé Mentale du Limousin a été créée et s'est quand même rapidement imposée comme une ressource à la fois sur le plan méthodologique, logistique et organisationnel pour l'ensemble des équipes du Limousin souhaitant mettre en œuvre et créer des programmes d'éducation thérapeutique. À cette époque, on avait une offre éducative incomplète, donc c'est ce que vous disait Monsieur Marcoux en introduction. On avait une offre qui était très centrée sur les pathologies psychiques chroniques, très centrée sur la clinique, la symptomatologie, et donc quid de ces compétences psychosociales? Comment pouvoir les travailler et répondre à un besoin populationnel? En parallèle, un ensemble d'orientations et de recommandations favorables à la mise en œuvre du soin de réhabilitation. Donc la réhabilitation, pour vous expliquer simplement, c'est amener les personnes à mieux gérer au quotidien leur maladie et les répercussions de la maladie dans leur quotidien. Et l'éducation thérapeutique apparaît comme un des outils de la réhabilitation psychosociale. Et puis, on avait une équipe à l'initiative de ce programme, qui est l'équipe du C2RL, qui est au centre hospitalier Esquirol de Limoges, et qui est l'équipe référente pour la Nouvelle-Aquitaine Nord dans le soin de réhabilitation psychosociale. Donc, comment on a construit ce programme? Donc là, je vous ai retracé un petit peu les différentes étapes qui ont été toutes pilotées par l'UTEP Psychiatrie Santé Mentale. Donc, dans un premier temps, on a constitué un groupe de travail sur cette ex-région Limousin avec des partenaires à la fois du secteur public, privé et médico-social.
Une fois ce groupe de travail constitué, on a pu lancer une enquête territoriale dont l'objectif était d'évaluer les besoins des usagers. Et donc, ces besoins, une fois les besoins identifiés, on a pu structurer ce programme, et je vous l'expliquerai après, en un module socle et 4 modules spécifiques. Sur la période Covid, les équipes se sont attachées à la structuration du module socle, à sa construction, pour que ce module socle puisse être mis en œuvre à partir de 2021. Et donc, en parallèle de la mise en œuvre de ce module socle, les équipes ont continué à construire des modules spécifiques qui ont commencé à être mis en œuvre sur le Limousin en 2023 et 2024. Donc, concernant le groupe de travail, 27 professionnels volontaires du Limousin, donc avec une représentativité territoriale, donc 6 structures, je vous l'ai dit, privées, publiques, médico-sociales, et une UTEP qui s'est positionnée en tant que coordonnateur général de ce programme. Sur un plan plus opérationnel et de manière à pouvoir déployer le programme, on a un coordonnateur médical par site et un professionnel qui va être plutôt référent opérationnel par site ou unité dans lequel ce programme va se développer. De même, les usagers ont été inclus dans la co-construction des programmes et à l'époque, il y avait 3 médiateurs de santé pairs qui ont pu nous aider à co-construire ce programme. Donc, l'enquête auprès des usagers, elle a été réalisée en 2019 auprès de 73 patients présentant une pathologie psychique chronique. Donc là, on n'est pas du tout sur un programme fléché pathologie, mais polypathologie, des patients suivis dans le secteur de la réhabilitation psychosociale. Donc, on suivi cette enquête à peu près 55% d'hommes et 45% de femmes, avec une moyenne d'âge de 41 ans. Et la méthodologie que l'on a retenue pour ces enquêtes a été les entretiens semi-directifs, de manière à pouvoir faire en sorte que les équipes se mettent déjà dans la réalisation des diagnostics éducatifs. Donc, concernant les besoins principaux qui sont ressortis de cette enquête ont été la gestion de la maladie et du traitement, le fait que les personnes souhaitent avoir un projet professionnel ou alors une reprise d'études ou de formation et que les personnes soient accompagnées pour retrouver de l'estime de soi, de la confiance en soi et de l'affirmation de soi. Et ensuite, on retrouve, et ce qui nous paraît logique sur 73 personnes, des besoins individualisés que l'on va retrouver dans les thématiques de type activité physique, les relations sociales, les relations affectives, et également tout ce qui a trait à la gestion du quotidien, à la fois en termes de logement, de gestion budgétaire et des finances, de gestion administrative, mais également de l'hygiène de vie, dont le sommeil. Donc, la structuration du programme, je vous l'ai dit, donc un module socle qui s'intitule « Acteur de ma vie avec une maladie psychique chronique » et ensuite des modules spécifiques où on va retrouver un module consacré à la vie professionnelle, un module consacré à la vie sociale, un module consacré à la vie affective et un module consacré à la vie quotidienne. Et donc là, on va faire un focus justement sur ce module spécifique « Ma vie quotidienne ». Alors, ce module, il est composé de 7 séances. Il est construit comme un programme d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire que l'on va retrouver une évaluation initiale, donc un diagnostic éducatif, ainsi qu'une évaluation finale, donc un bilan éducatif final. Un programme qui peut être dispensé soit en individuel, soit en collectif, qui va être accessible à toute pathologie psychique chronique confondue, à la condition que la personne ait déjà acquis des compétences d'auto-soin sur sa maladie. Programme qui, pour le moment, a toujours été fait en présentiel et avec des outils qui se veulent ludiques et que ma collègue va vous présenter. Donc, les thématiques de cette séance. Donc, on va retrouver une séance dont l'objectif va être d'amener la personne à développer des capacités organisationnelles afin d'assurer son hygiène de vie. Une séance où l'objectif est de savoir prendre soin de soi et de son environnement.
Une séance qui va viser à développer des stratégies en faveur de son sommeil et de son alimentation. Une séance qui vise à assurer sa sécurité budgétaire. Une autre à savoir se déplacer dans son environnement. Une autre agir sur son suivi somatique. Et enfin une dernière pour faire une synthèse et s'auto-évaluer sur les compétences acquises. Donc là maintenant, on va vous développer justement la séance en lien avec les stratégies qui vont permettre d'améliorer son sommeil et son alimentation. Mais avant ça, pourquoi aborder la problématique du sommeil en psychiatrie santé mentale? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des personnes qui vont avoir plus de difficultés que les autres à instaurer des habitudes d'hygiène de vie et des personnes qui vont avoir une santé plus fragile et qui vont être plus vulnérables face aux autres maladies de type infectieuse ou alors des addictions ou autres comorbidités. Et pour le coup, les comportements d'hygiène de vie peuvent aggraver l'état de santé des personnes et nuire à leur établissement. Donc là, le sommeil est vraiment positionné comme un grand facteur de vulnérabilité pour ces personnes. Et donc, vous en avez déjà parlé précédemment, mais l'Institut national du sommeil et de la vigilance rappelle que le sommeil joue un rôle important et que les conséquences d'un mauvais sommeil vont avoir un impact, donc notamment et d'autant plus sur notre public, le maintien de la vigilance à l'état de veille. Et on va avoir aussi une altération de la régulation de l'humeur et de l'activation du stress, et également une altération des mécanismes d'apprentissage et de mémorisation. De même, le fait d'aborder cette problématique du sommeil, elle est au centre, enfin, elle fait partie de la feuille de route psychiatrie et santé mentale. Et donc, dans cette feuille de route, le sommeil est considéré comme un déterminant essentiel de la santé mentale des personnes. Donc là, je vais passer la parole à ma collègue qui va vous expliquer plus dans le détail le contenu de cette séance sommeil. Bonjour à tous. Donc oui, cette séance sur le sommeil, donc comme vous avez compris, qui fait partie intégrante d'un programme sur la vie quotidienne. Donc cette séance s'articule autour d'objectifs spécifiques, notamment le premier objectif, lutter contre les idées reçues sur l'hygiène alimentaire et là plus précisément le sommeil. Deuxième objectif, identifier les facteurs facilitant et entravant son sommeil. Et troisième objectif, développer des stratégies d'adaptation. Donc, afin de mener à bien ces objectifs, on propose des outils pédagogiques différents pour répondre à ces objectifs. Donc, pour le premier objectif, lutter contre les idées reçues sur le sommeil à partir de cartes affirmations qui sont proposées aux participants. Chaque participant peut tirer au sort en fait une carte affirmation et se positionner sur est-ce que cette affirmation est vraie, est-elle fausse ou à la limite est-ce que je ne sais pas, afin de vraiment de pouvoir ouvrir le débat et favoriser l'échange. Alors comme exemple, par exemple, une affirmation manger léger le soir aide à bien dormir. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que je ne sais pas? Et les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Le sommeil avant minuit compte double. Le jus d'orange empêche de dormir. Les écrans et le sommeil ne font pas bon ménage. Ou alors boire du thé ou du café en fin de journée provoque des insomnies. Enfin, différentes affirmations pour ouvrir le débat. Deuxième objectif, donc identifier les facteurs favorisant et entravant son sommeil. Donc là aussi à partir de cartes et d'un dé. En fait, il faut amener les participants à repérer les facteurs favorisants et les facteurs perturbateurs du sommeil. Donc ils peuvent lancer un dé avec des faces rouges et des faces vertes. Les faces vertes, donc, il va falloir, au milieu de toutes ces cartes qui sont mélangées, repérer un facteur favorisant le sommeil. Et si le participant tombe sur une face rouge, il va falloir qu'il repère au milieu de toutes ces cartes des facteurs perturbateurs du sommeil. Pour un troisième objectif, développer des stratégies d'adaptation. Donc là, on est vraiment sur une méthodologie de résolution de problèmes, avec des petits scénarios, des personnages en fait qui représentent des petites scènes de vie. Par exemple, Solène, qui a 22 ans,
Donc, elle habite dans un petit appartement sous les toits. Ce soir, elle a reçu des amis chez elle pour fêter son anniversaire. Elle a bu un verre d'alcool en début de soirée, puis du jus de fruits. Ils ont partagé un repas copieux dans une ambiance conviviale. Solène a terminé son repas par un café. À la fin de la journée, Solène a fait aérer son appartement, mais il faisait encore très chaud. Quand elle est partie se coucher, elle a eu du mal à trouver le sommeil. À votre avis, qu'est-ce qui a pu perturber l'endormissement de Solène ce soir? Donc là, on ouvre vraiment sur un débat et sur des recherches de stratégie. À l'identique, pour une autre situation de Max, donc qui relève différents éléments. Et ensemble, eh bien, on va chercher des stratégies. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ou qu'est-ce que Solène aurait pu faire ou Max aurait pu faire en fait pour améliorer leur sommeil. Voilà un petit peu le contenu de cette séance qui s'articule autour d'outils pédagogiques favorisant vraiment le débat, le partage d'expériences. Sachant que effectivement ce programme, en fait, nous ne sommes pas des spécialistes du sommeil, mais s'articule surtout autour des recommandations pour bien dormir. Voilà, on travaille vraiment sur les recommandations. Par rapport à la mise en œuvre de ce programme, donc il est en cours de déploiement sur le Limousin. De janvier à juin 2024, 19 patients ont bénéficié du programme de façon collective. Donc sur la Haute-Vienne, un petit peu dispatchés sur la Haute-Vienne et sur la Creuse, notamment sur le secteur de Guéret. Il y a 4 sessions en cours et la première évaluation annuelle est prévue pour 2025. Voilà un petit peu. Et moi, ce que je voulais rajouter, c'est que ce n'est pas un programme qui sera dispensé, qui n'a pas vocation d'être dispensé au décours d'une hospitalisation, mais plus sur le secteur ambulatoire, voire sur le secteur ville. Il est important que les patients soient à domicile pour pouvoir aborder cette problématique du sommeil et de l'hygiène de vie au quotidien. Merci Caroline et Stéphanie pour l'illustration concrète de la manière d'aborder la question du sommeil dans un programme ETP. Je vous propose de pouvoir transmettre quelques questions qui n'ont pas encore été répondues donc sur la petite icône Q et R, si vous avez vos questions. Certaines vont être posées à l'oral. Pour rebondir sur la présentation de Caroline et Stéphanie, une question très pratico-pratique. Est-ce que c'est vous qui avez fabriqué les cartes animation que l'on nous avait présentées? Oui, tout à fait, oui. C'est nous. Alors sur notre UTEP, on a une aide précieuse d'une graphiste sur l'hôpital. Mais là, pour le coup, là, c'est nous qui les avons faites, celles-ci. Oui. Oui, vous avez des compétences en graphisme en interne. Et justement, vous avez évoqué plusieurs questions vrai-faux. Quelqu'un nous demande s'il est possible d'avoir les réponses concernant ces vrai-faux. Peut-être une piste serait que vous puissiez rajouter les réponses dans votre diaporama qui sera mis à dispo sur le mini-site dédié à ce webinaire. Oui. Oui. Mhm. Okay, super. Je repars. Alors, il y a eu énormément de questions sur le sujet de la mélatonine. Docteur Coelho a pu y répondre en direct, donc je vous invite à vous y référer. Il y a cependant une question qui n'a pas été répondue sur le sujet. Je vous la retraduis à l'oral. Donc, concernant la mélatonine, des personnes ont pu me rapporter des contre-indications dans le cadre de l'asthme. Également, il semble que certains traitements soient délivrés uniquement sous ordonnance et d'autres non. Est-ce une question de dosage? Alors du coup, je vois que la deuxième partie a déjà été traitée. Effectivement, il y a de la mélatonine en complément alimentaire à la dose de 1,9 mg, et quand on est à partir de 2 mg, ça devient un médicament sur prescription qui n'est pas remboursé. Donc, il faut quand même le savoir. Ensuite, pour ce qui est des contre-indications dans l'asthme, moi, je me suis référé à un document de l'Agence nationale de sécurité du médicament, hein, parce que je ne connais pas dans chaque maladie. Il y avait eu la question sur les MICI. Effectivement, il y a eu 2 cas cliniques qui ont été publiés sur des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin où
où ils ont du coup mis ça dans des précautions d'emploi. Donc, ça ne veut pas dire que c'est contre-indiqué, donc c'est juste une précaution. L'avis du médecin doit être pris. Et pour l'asthme, ils ont conclu à la même chose, avec encore moins de, on va dire, de niveau de preuve. Donc, à mon sens, c'est des médicaments. Voilà, si jamais vous voyez qu'il y a un effet secondaire, il faut le retirer. Mais il n'y a pas de contre-indication dans l'asthme, il n'y a pas de contre-indication dans les maladies chroniques de l'intestin. Des questions alors qui sont assez spécifiques par pathologie. On a eu des questions effectivement sur les MICI, sur l'épilepsie, sur les acouphènes. D'une manière générale, ce que l'on comprend, c'est que une prise en charge spécifique dans un centre du sommeil est nécessaire, avec en première intention des thérapies cognitivo-comportementales qui seront proposées, quelle que soit en fait la pathologie qui génère ces insomnies. Alors, je peux reprendre la parole ou je ne sais pas si. Donc, il y a des mots, il y a des synonymes qu'on utilise qui sont pas faciles. On utilise insomnie pour désigner le symptôme, on utilise insomnie pour parler de la maladie. Donc, par exemple, le symptôme d'insomnie, je me réveille toutes les nuits et je me rendors très facilement, et ben, c'est un symptôme d'insomnie de la maladie des apnées du sommeil. Par contre, le symptôme d'insomnie, je me réveille une fois par nuit et je mets 3 heures à me rendormir, c'est un symptôme d'insomnie de la maladie insomnie. Donc, c'est ces éléments de langage qui font qu'on a parfois du mal à bien se comprendre. Donc, la thérapie cognitive et comportementale de l'insomnie, c'est un traitement du trouble insomnie chronique et c'est pas un traitement des autres symptômes d'insomnie. Si jamais vous avez un trouble du sommeil style apnée du sommeil, narcolepsie, etc., il faut vous prendre en charge pour ce trouble et ça pourra avoir des effets positifs sur votre insomnie. La thérapie cognitive et comportementale de l'insomnie, c'est le traitement du trouble insomnie chronique. Dans cette population, elle est efficace, validée, etc. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. C'était un petit peu de côté, mais Léa, vous voulez compléter peut-être? Bah, non, c'est pour reprendre aussi la question des acouphènes. Je pense que la première chose à faire, déjà, c'est est-ce que les acouphènes ont bien été pris en charge? Est-ce que l'accompagnement est maximal? Et en effet, si à ce moment-là, en plus, on diagnostique une comorbidité qui est le trouble d'insomnie chronique, en effet, on va quand même pouvoir mettre en place toutes les consignes qu'on a pu voir. Mais de toute façon, enfin, je pense que le message à passer, c'est que sans arriver jusqu'à des stades de troubles du sommeil, en fait, aller s'intéresser au sommeil, aller respecter les règles d'hygiène du sommeil, de régularité, rien qu'en fait mettre les choses de base, souvent règle une bonne partie des problèmes type d'insomnie, quand on est au début du trouble. Des questions autour de l'activité physique que je vais regrouper. Est-ce que d'une manière générale, faire du sport avant de dormir est peu recommandé? Sport en général plus rapport sexuel. Et une question un peu plus spécifique autour de l'augmentation de la température centrale induite par l'activité physique mise en place en soirée. Et pour des questions d'organisation, peut-elle être délétère à l'endormissement? Donc ça rejoint la même question. Et du coup, est-il important d'en tenir compte lorsque l'on propose la co-construction d'un programme d'activité physique adapté avec des patients qui souffrent de troubles du sommeil? alors, je veux bien y aller si vous voulez, ou sinon si quelqu'un veut répondre. Donc, l'activité physique intense, dans les 4 heures qui précèdent l'endormissement, elle va augmenter la température centrale. L'augmentation de la température centrale, ça va augmenter le gradient entre la température centrale et périphérique, qui est un facteur qui va fragmenter le sommeil, perturber la qualité du sommeil. Donc on déconseille, enfin, tout ce qui augmente la température centrale à l'approche de l'endormissement va perturber un peu le sommeil. Donc on déconseille l'activité physique intense, mais quand vous avez de la fièvre aussi, quand vous avez d'autres choses qui peuvent augmenter la température centrale, prendre un bain très chaud par exemple avant l'endormissement, ça va augmenter la température centrale et fragmenter le sommeil. Donc à ce titre, l'activité physique intense dans les 4 heures qui précèdent l'endormissement, ça peut perturber le sommeil. Maintenant, on parle vraiment d'une activité physique intense. Je pense que l'activité physique modérée, qui peut-être est quand même le type d'activité le plus souvent mis en place dans ce type d'atelier ou de suivi, je pense que et 4 heures avant l'endormissement, ça voudrait dire que ce soit l'activité physique faite entre 18 et 22 heures, quoi. Bon, je pense que c'est pas je pense que le plus souvent, c'est pas gênant, on va dire, mais oui, il faut laisser 4 heures avant l'endormissement en évitant une activité physique intense.
Moi, pour compléter, l'information qu'on donne dans les groupes, c'est que faire du sport, c'est important pour le sommeil. Faire du sport va augmenter la pression de sommeil, c'est bon pour la santé. Il y a tout un intérêt, du coup, à avoir une activité physique. Dans l'idéal, dans un monde parfait, on le fait plutôt en matinée, en début d'après-midi et dehors pour en même temps s'exposer à la lumière. Mais oui, il y a des contraintes de la vie, des contraintes sociales qui font que parfois, le cours de badminton, il est le soir et on ne peut pas le décaler. Donc, en effet, on va aller faire cette séance de sport parce que c'est important pour soi, mais d'avoir du coup en tête que déjà d'un point de vue température, ça peut avoir un effet sur le sommeil. Et l'autre chose, c'est que ça va avoir aussi un côté éveillant. Si je fais ma séance de sport, je vais être exposée à de la lumière, je vais être exposée peut-être à de la musique, à du monde, à de l'excitation. Donc, en fait, il y a aussi tout un côté éveillant. Et donc, si je dois faire du sport le soir, souvent, en fait, on va plutôt aller décaler l'heure de coucher. Donc, prendre le temps en rentrant de se préparer le repas tranquillement, de faire sa routine habituelle, de laisser la température descendre. Et du coup, c'est de se dire, c'est pas grave, ce soir-là, je me lis un peu plus tard. Merci. Merci. Pour retrouver donc une consultation avec un médecin spécialisé et une prise en charge, je vous renvoie donc vers le mini-site qui sera dédié et vers lequel vous pourrez trouver, dans lequel vous pourrez trouver les références des centres du sommeil, donc référencés d'une manière officielle, dont un à Limoges, je crois, au CHU. Une autre personne a un projet de création d'ateliers collectifs avec une approche ETP sur le sommeil en addicto. Et donc, cette personne est à la recherche d'outils, de ressources spécifiques sur ce thème. Je suppose que tous les intervenants ici présents sont prêts à pouvoir être sollicités à la demande de ce type de projet pour pouvoir partager vos expériences respectives et peut-être des outils. Vous en trouverez évidemment toujours pareil sur le mini-site dédié. Mais peut-être du côté de Caroline et Stéphanie, vous avez peut-être déjà des ressources à partager? Ce qu'on vous a présenté, il y a pas de souci pour le partager. Après, derrière, ça demande peut-être à être aussi amélioré, adapté en fonction des publics rencontrés. Mais ça reste quand même une séance qui est sur l'hygiène de vie, donc qui peut aussi être transversale à d'autres pathologies chroniques, j'imagine. Voilà. Mais ça reste, c'est non référencé, ça reste de l'interne. Voilà, mais qui est partageable. Tout à fait. Merci. Une question, là aussi pratique, est-ce que les patients de vos séances ETP sont regroupés par pathologie? Alors j'imagine que à Caroline et Stéphanie à l'UTEP, psychiatrie santé mentale, puisque du côté du CHU de Bordeaux, il n'y a pas encore de programme ETP à proprement dit, mais, ouais, voilà, mais un projet de, voilà, j'avais mis une petite alarme, mais un projet de programme à venir. Donc, est-ce que vous prévoyez J'en profite du coup pour... ouais. Oui, donc là, en fait, on a déposé au niveau du coup de l'Agence régionale de santé un programme d'éducation thérapeutique pour les maladies rares du sommeil, donc qui sont la narcolepsie et l'hypersomnie idiopathique. Et donc, normalement, il ne devrait pas tarder à être validé. Et on a prévu de débuter les séances à partir du mois de janvier 2025. Et du côté de la psychiatrie, je rebondis. Donc non, les patients ne sont pas regroupés par pathologie. Là, on travaille sur les conséquences de la maladie psychique chronique et non pas sur la maladie elle-même. Donc, on ne voit pas l'intérêt de regrouper les gens par pathologie, en fait. C'est d'autant plus riche. C'est vrai, vous l'aviez précisé dans votre présentation. Y a-t-il des spécificités chez les enfants sur les troubles du sommeil et leur prise en charge? Une question qui s'adresse plutôt peut-être à Julien et Léa. Moi, je ne travaille pas avec les enfants. Il y a beaucoup de spécificités chez les enfants. C'est ça. Tu veux en Avec parler? les enfants,
Ouais, avec les enfants, on peut également, du coup, quand il y a des problèmes d'insomnie, faire des thérapies cognitives et comportementales, mais qui vont être adaptées. Et en fait, surtout, ça va beaucoup être un travail de guidance parentale avec les parents sur les horaires de sommeil, les habitudes de sommeil, et notamment sur les rituels de coucher et quoi faire quand l'enfant se lève pendant la nuit. Ou du coup, ça va être un travail, on va dire, beaucoup plus global aussi sur la famille et les habitudes de sommeil. Et notamment pour les adolescents, la question des écrans prend une place très, très importante. Mais du coup, j'imagine aussi ne pas oublier les autres troubles du sommeil qui existent aussi chez l'enfant. Et on a des médecins spécialisés dans la prise en charge des troubles du sommeil de l'enfant. Il n'y a pas que l'insomnie non plus. Une question alors spécifique à l'hyperthyroïdie, mais est-ce que certains traitements peuvent provoquer des troubles du sommeil? Et dans ce cas-là, effectivement, comment abordez-vous l'observance d'un traitement qui a pour effet secondaire de venir troubler le sommeil? Après, moi, je peux pas répondre honnêtement sur le lévothyrox, sur les substituts des hormones thyroïdiennes. J'ai pas notion. Après, c'est des patients c'est une comorbidité qu'on a et qu'on n'évalue pas tant. Donc, dans ma tête, c'est que ça a peu d'impact sur la TCC de l'insomnie ou sur les prises en charge des autres troubles du sommeil, mais faudrait faire un travail spécifique sur le sujet. Je peux pas m'en faire de meilleures réponses pour l'instant. L'hyperthyroïdie, ça augmente la température centrale. J'avais vu un papier qui montrait que ça fragmentait le sommeil, mais à l'inverse, l'effet de l'hormone le substitue, je sais pas. Oui, Léa, vous voulez compléter? D'accord. Est-ce que vous avez déjà pu ou vous souhaitez travailler à l'avenir avec des usagers comme Mathilde? Et on tend vers la fin du webinaire et je voulais faire un point plus spécifique sur l'intervention de Mathilde et relever tous les remerciements qui ont été faits sur votre témoignage, Mathilde. Vous avez dû les voir passer. Est-ce que du côté donc de l'UTEP Limoges et du CHU de Bordeaux, vous construisez avec des usagers partenaires? Oui, nos programmes sont co-construits. On a la chance de pouvoir travailler avec un pôle des usagers qui regroupe maintenant 2 médiateurs de santé pairs et plus d'une vingtaine de pairs aidants sur la structure. Et la paire aidante qui rentre aussi vous en avez parlé, dans la réhabilitation psychosociale, se développe maintenant au travers du projet territorial de santé mentale sur les autres structures. Donc voilà, les usagers sont présents dans la construction, l'évaluation et progressivement la mise en œuvre. Dans votre service, Julien et Léa? Bah, pas tellement. Plutôt, en fait, c'est plutôt sur des retours oraux à la fin des prises en charge. Après, c'est vrai que du coup, c'est des techniques de prise en charge psychothérapeutique qui ont été étudiées, qui ont montré leurs preuves. Donc, c'est vrai qu'on ne reprend pas forcément ces éléments thérapeutiques avec les patients. C'est plutôt aussi après l'expérience et le retour sur voilà, telle consigne est très difficile à mettre en place, comment on peut les réajuster. C'est plutôt comme ça qu'on va ajuster les choses au fur et à mesure. Mais on a pu voir avec l'intervention de Mathilde que moi j'ai adoré du coup avoir un retour aussi détaillé sur les groupes de prise en charge, parce que c'est beaucoup plus développé que des questionnaires qu'on peut faire remplir. Et c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir ce retour-là et que ça pourrait être à travailler, à développer. On en a parlé, pour tout vous dire, dans la préparation de ce webinaire. Et je sais que du côté du CHU de Bordeaux, vous avez en projet un programme ETP sur la narcolepsie. Et la plateforme Etna vous encourageait fortement, évidemment, à vous associer à un patient pour co-construire dès le démarrage, et non pas une fois que c'est construit, de demander l'avis du patient. Petite précision, au sein de la plateforme Etna, nous avons monté un collectif d'usagers partenaires de projets de santé avec un site dédié, collectif-santé.fr, donc site sur lequel vous pouvez trouver tout un tas de ressources sur le partenariat en santé, des CV d'usagers partenaires à s'engager dans vos projets de santé,
ainsi que un chat pour pouvoir échanger. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Mathilde, je voulais vous demander justement, est-ce que ça a été facile pour vous? Est-ce que vous avez osé faire remonter votre avis auprès des soignants dans les prises en charge ou vous attendiez qu'on vous le demande? C'est-à-dire depuis que j'ai fini la TCC ou avant? Pendant la prise en charge, alors avec cette prise en charge TCC, mais d'une manière générale, dans votre parcours de soins, est-ce que vous vous sentez à l'aise pour faire des remontées sur les prises en charge qui vous sont proposées, ou est-ce que vous attendez qu'on vous tende une perche, ou est-ce que ça vous semble facile de pouvoir ouvrir le dialogue et puis faire remonter votre expérience et comment vous accueillez les prises en charge qui vous sont proposées? Alors, j'en ai pas parlé assez facilement avec le kiné qui me suit. Donc, j'en ai pas parlé pendant mon témoignage, mais qui a aussi impacté mon sommeil, j'ai eu une paralysie faciale. Donc, j'ai perdu totalement la mobilité du visage côté gauche. Et donc, depuis, j'ai eu des gros problèmes au niveau nerveux et au niveau musculaire qui impactaient le sommeil et qui jouaient aussi dans l'insomnie. Donc, c'est pour ça, ça faisait partie des choses qui rentraient en compte dans la TCC. J'en ai parlé facilement avec le kiné qui me suit pour expliquer, quels étaient les progrès qu'on faisait. Donc c'était pas bloquant pour moi. Après, c'était clairement pas quelque chose qu'il connaissait de façon particulière. Donc j'ai pu lui raconter pas mal de choses, mais beaucoup d'informations, en fait, qu'il avait pas eu l'occasion de découvrir de son côté. Je suis pas certaine que le système d'ETP était quelque chose de très bien, connu, de son côté. Et avec d'autres praticiens, pour l'instant, j'ai pas particulièrement eu le temps, d'en parler, mais ça me dérange pas d'évoquer le sujet. C'est vrai que vous avez réussi à avoir un lien de confiance et vous êtes un vrai partenaire de vos soins, Mathilde, on le perçoit dans votre témoignage. Tous les patients n'ont pas encore forcément cette posture et ça me semble important de pouvoir souligner le fait que les professionnels de santé qui nous suivent là, sur ce webinaire peuvent tendre des perches pour pouvoir entendre et réellement écouter, au-delà d'entendre, les retours des patients pour pouvoir réajuster certaines de leurs Je crois qu'on a perdu, On va finir ensemble, non? Il va falloir faire une conclusion. Est-ce que Paul nous entend? Voilà. Oui, je ne sais pas si vous avez entendu la fin de mon commentaire, j'ai été éjectée. Non, je pense pas qu'on ait eu la fin, ça a coupé. Pardon. Donc, en gros, Mathilde, une personne demande vos coordonnées. Est-ce que vous souhaitez qu'on puisse les laisser sur le mini-site ou est-ce que vous préférez qu'on filtre les demandes et qu'on vous les renvoie en suivant et vous aviserez? Je veux bien que vous filtriez, s'il vous plaît. Ok, Merci. ça marche. Donc, pour Thomas, je ne vois pas là la question. N'hésitez pas, Monsieur Cazenave, voilà, n'hésitez pas à nous écrire un mail avec votre demande qu'on transmettra à Mathilde. Voilà. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Non, mais je pense que je les avais pris, hein, les questions. On réajustera éventuellement les présentations si nécessaire, comme l'exemple de la réponse au vrai-faux de la présentation de l'UTEP de Limoges. Et puis, nous vous remercions évidemment tous les intervenants de leur temps dédié à ce webinaire, de la qualité des informations qui ont été transmises. Et on espère que l'auditoire aura pu trouver des réponses, des inspirations pour pouvoir traiter de cette question du sommeil dans leur pratique.
On n'a pas encore le thème du prochain webinaire. On y travaille en interne et on ne manquera pas évidemment de communiquer largement sur le prochain thème. Et on transmettra à tous les inscrits à ce webinaire le lien vers le mini-site où vous retrouverez, après cette matinée, les présentations qui ont été faites et plus tard le replay. Voilà. Merci encore à tous et à très bientôt pour de nouveaux échanges. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Je propose aux intervenants de se retrouver sur un autre lien visio pour faire un débrief. Je suis désolée, moi, j'ai été. Professionnel sur la question de l'usager, c'est Tu peux couper ton son ? Alors, je ne sais pas si l'animatrice. Non, on est encore là. C'est juste, j'étais en train de rassembler les dernières questions pour pas perdre. Et effectivement, Alexia me disait qu'elle allait vous envoyer un lien pour basculer voilà, sur une autre réunion. Donc, on va couper là.